balayé l'essentiel. On ne vous a pas présenté présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Marvin Gazoquet. Je suis né à Cergy-Pontoise, 2 ans. Je suis redescendu, donc j'ai vécu en Auvergne toute ma vie jusqu'à l'âge de 21 ans où j'ai été comment on appelle quand le travail vous fait partir ailleurs. Non, aux Alpes-Maritimes en fait. J'ai été muté, voilà, une mutation professionnelle à l'âge de 21-22 ans de Clermont à Nice, enfin Sophia Antipolis. Et depuis je vis dans les Alpes-Maritimes. Donc avec mon éducation, très rapidement, quand j'ai commencé à travailler dans le monde informatique, j'ai un BTS informatique. J'ai très vite été en désaccord avec l'entreprise pour qui je travaillais, les méthodes de travail, etc. Donc je travaillais pour, je peux le dire, GFI Informatique, qui était sous-traitant pour Cargill. Cargill, qui est une entreprise américaine du style Monsanto. Il y a Monsanto tout en haut. Cargill, à mon avis, c'est une filière ou c'est un autre truc. C'est plus ou moins pareil. C'est pas Romain que vous venez, ça d'ailleurs Cargill? Non, je pense pas. J'ai été amené à travailler pour Bayer aussi. Bayer. Voilà, des grosses boîtes, oui, bien sûr. J'étais sous-traitant informatique. On s'occupait de leur informatique. Donc très rapidement, comment dire, via les valeurs qui étaient en moi, via mon éducation, je me suis rendu compte que ce à quoi je participais, pour moi c'était de la merde. Donc, et j'ai continué mon évolution mentale et j'ai beaucoup cherché sur internet et tout. Et j'ai trouvé la vidéo donc, sur Dr André Gernez. Vous connaissez ? Dr André Gernez qui a trouvé des solutions préventives face au cancer. Étant donné que moi-même j'ai une maladie incurable, je m'étais intéressé au milieu médical. J'ai vu cette vidéo où ils disent qu'ils ont trouvé une manière préventive au cancer qui fonctionne dans 93% des cas depuis les années 70. Avec tout le reste, j'ai... On a même une qui est le professeur Joyeux en fait. Ça, certainement, je ne connais pas. Je connais pas tout. Pour les vaccins, tout ça. Voilà. Jardin, c'est plus pour les vaccins, avec le cancer, etc. Ah, Joyeux, les vaccins, d'accord. L'alimentation joyeuse. D'accord. Moi, je suis le régime signalé, étant donné que j'ai une maladie auto-immune. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Il n'était pas question pour moi de prendre les... comment ça s'appelle les bêta-ferrons, etc. Voilà, interférons, bêta-ferrons, des immunomodulateurs pour ma maladie, parce que je savais que ça allait me tuer plus qu'autre chose. Donc j'ai marbré. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit plus jamais je ne travaillerai, plus jamais je paierai d'impôts, parce qu'il y a une partie de nos impôts qui va dans la recherche pour le cancer, en sachant que les 93% de la manière préventive du docteur Gernez, donc si on fait sa méthode préventive, dans 93% des cas, on n'a pas le cancer. Ça a été testé par l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et ça a été mis dans des archives et tout au fond, et pas moyen d'y accéder. Donc, tout ce que ça induit, voilà, comme je vous ai dit, les impôts, la recherche pour le cancer, etc. J'ai dit plus jamais je ne travaillerai. Donc là, j'ai fait un burn-out à ce moment-là. Et j'ai fait 2 ans de chômage. Et pendant tout ce temps, je me suis renseigné sur internet, j'ai cherché, jusqu'à trouver la vidéo de l'appel aux Français d'Eric Fury. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et c'est pour ça que je me dis, pour moi, à court terme, c'est la meilleure solution. Avec toute la recherche que j'ai faite, donc j'ai vu Soral, j'ai vu Dieudonné, j'ai vu tout ça. À un moment donné, j'ai failli adhérer. Et finalement, on m'a remis les pieds sur terre, mon père, qui est quelqu'un qui a une très bonne analyse de tout ça. Parce que lui aussi, donc, les chats font pas des poules. Il m'a bien fait comprendre que de ce côté-là, c'était pas la bonne voie.
Donc évidemment j'avais déjà vu le mouvement du 14 juillet, donc je continue là-dedans. Pour moi c'est la meilleure solution à court terme pour réussir à changer notre pays, notre société, notre paradigme de société, notre système, etc. Voilà. Donc là, je suis parmi mes frères de conscience. Voilà. Voilà. Je te ferai un bisou. Alors que dit le second frère de conscience? Second frère de conscience. Moi je m'appelle Jean-Marc Moreau, je suis restaurateur dans le 06. On va dire moi c'est plus le... Enfin, je sais pas si on raconte vraiment... Ouais. Moi en gros c'est pour faire rapide, moi c'est le 11 septembre 2001. Voilà. Je rentre chez moi, mon frère qui regarde les infos, en train de chialer parce que lui était pro-américain et il vivait que de basket, de lire le dictionnaire parce qu'il voulait, en anglais parce qu'il voulait devenir prof d'anglais. Et du rap américain à l'époque. Et donc lui c'était le symbole des États-Unis qui s'effondrait, machin. Moi j'ai juste vu 2 tours qui tombaient comme ça, j'ai dit putain c'est bizarre, ça ressemble à quand je vais voir les missions contrôlées avec mon père et qu'il y a une tour qui tombe, je dis papa amène-moi et tout machin. Donc à cette époque-là j'avais 15 ans, c'était plus 15 ans, ouais, j'en ai 29. Je vois ça et je me dis bon on va creuser un peu parce que ça sent quand même ça sent l'entourloupe. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que non seulement comme on me disait avant, les gouvernements étaient plus ou moins corrompus, que les médias nous mentaient plus ou moins machin, là j'ai compris cette fois-là qu'ils étaient capables de commettre des actes comme ça pour pouvoir légitimer une guerre contre un pays étranger, pour créer un ennemi. Et ce jour-là, j'ai dit, s'ils sont capables de ça, il doit y avoir autre chose. Et donc, à force, on cherche, et jusqu'au jour où on arrive au burn-out, où on se dit, voilà, oui, c'est ça qu'on comprend. Et au bout d'un moment, quand on voit qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui dénoncent, des médias qui bossent d'arrache-pied tous les jours pour dénoncer tous ces trucs-là, mais qu'il n'y a jamais personne qui propose quelque chose de concret. À part des partis politiques ou des trucs comme ça où on sait très bien que c'est voué à l'échec, rien que par les 500 signatures des maires pour se présenter au présidentiel. Rien que ça, déjà on comprend que c'est pas une démocratie. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il n'y a personne qui bouge, les gens autour de moi, ils sont complètement lobotomisés, ils prennent pour un taré, donc qu'est-ce qu'on fait, plus d'internet, plus de télé, plus rien du tout, et ma femme enceinte, j'arrête tout. Et puis il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, quand j'ai vu qu'au niveau géopolitique ça partait un petit peu en cacahuète avec la Libye, la Syrie, j'ai commencé à comprendre que là on arrivait vraiment au virage. Donc là c'est en ce moment pour moi c'est où on part à droite ou on part à gauche. Et voilà, c'est ça. Et simplement, je me suis dit, est-ce que je vais dire à mon fils, dans 10 ans ou dans 15 ans, quand il aura l'âge de comprendre, j'étais au courant, on savait tout ça, on aurait eu moyen avec Internet, parce que nous on a la chance d'avoir Internet, d'être réveillé. Voilà. D'avoir encore Internet parce que je pense que ça va pas durer longtemps si on les laisse encore faire, enfin pas dans ces conditions là d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais lui dire quand il va me dire mais t'étais au courant? Je vais lui dire oui. Et je vais lui dire quoi? Que j'avais pas de couilles? Je vais lui dire que j'étais tout seul? Non, je n'étais pas tout seul parce que je sais qu'on n'est pas... S'il y a des médias comme vous, c'est pas que pour moi, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent. On en voit de partout, des gens quand on commence à creuser un peu, des gens comme nous, il y en a quand même beaucoup. Malgré ce qu'on pense. Oui, en fait, voilà. C'est ça. Et moi, on m'avait à peu près dit des chiffres entre 4 et 5 millions vraiment de personnes qui sont vraiment éveillées au niveau de l'économie, c'est-à-dire simplement connaître l'arnaque de l'argent dette. Ouais. L'argent dette, voilà, une fois qu'on a compris ça déjà, comme disait Henry Ford, si les gens savaient comment fonctionne le système bancaire, il y aurait une révolution avant demain midi. À quelque chose près, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc il y a juste à expliquer le système bancaire à quelqu'un pour qu'il vienne avec nous aujourd'hui. S'il retrouve ce qu'il a perdu entre les jambes. Après, il y a le TAFTA, il y a beaucoup de choses comme ça aussi voilà. Mais moi je me suis, on va dire, remis en selle il y a 1 an et demi à peu près. Là où j'ai compris que voilà, c'était où on agissait maintenant et c'est pas peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans qu'il va se passer des trucs. Là on sait que c'est dans les 3-4 prochaines années grand maximum.
si c'est pas avant la fin de l'année, parce que la Grèce, c'est pas loin. Voilà. Et là, on sait très bien que voilà, quand on voit des... alors, je me rappelle plus exactement son nom, Charles Gave, je crois que c'est, un vieux économiste, s'il nous regarde, je lui fais un bisou, hein, c'est pas méchant, qui a déclaré quand même sur BFM Business que 70% des banques européennes sont en faillite. C'est énorme. Et on parle des banques européennes. C'est pas grave, il y a la photocopieuse de toute façon. Justement, la photocopieuse, c'est de la dette. Enfin, après, bon, ça on pourra en... Mais non. Non, faut pas le dire. C'est vrai, d'accord, j'ai compris. Pas de problème. Il n'y a que les peuples qui subiront les conséquences. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est sûr. Donc voilà pourquoi comme disait Marvin, moi j'ai pas vu l'appel, la vidéo quand il a fait l'appel pour le 14 juillet, Eric. Moi c'est à Meta TV que je l'ai vu la première fois. Et donc en plus ça c'est l'avantage, c'est une émission qui dure quand même un bon 2 heures. 3-4 heures. Ouais, peut-être 3-4 heures, ouais, celle-là aussi. Et donc là on voit le personnage, c'est vrai qu'on se pose des questions, il dit des choses vraies, il y a des moments où on a des doutes, il y a des moments voilà, il faut aller le voir. Au pire même on va pas le voir, mais comme il dit, d'ailleurs c'est dans cette vidéo là sur Meta TV qui dit si vous voulez vous servir d'un aspirateur, même si le mec qui a créé l'aspirateur c'est un connard, prenez l'aspirateur et oubliez le mec. C'est un peu le même, voilà, et ça c'est une phrase qu'il a trouvée qui m'a touché, voilà, moi j'étais déjà, moi je suis pas dans l'esthétique, malgré que je vienne de Nice, voilà, pour moi ça a toujours, l'argent pour moi c'est de la merde, le fait que le mec il a un Barberie ou il a tout ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Après quand je parle à quelqu'un, même qui est moche, c'est triste à dire, mais il y a des gens qui sont moches, c'est vrai, pour moi, comme pour tout le monde, différent, on arrive à voir quand même que le mec il est beaucoup plus humain que quelqu'un qui est beau. C'est exactement la même chose pour tout. Et voilà, Eric, quand je l'ai vu sur la vidéo, il me paraissait sincère. Donc j'ai attendu qu'il y ait une réunion dans ma région parce que j'avais pas envie de me taper 300 bornes pour aller le voir et peut-être être déçu. Et quand j'y suis allé, je lui ai posé les questions, les objections que j'avais, il y a bien répondu. J'ai vu qu'il n'y avait pas que des fous, il y en avait un petit peu, hein, comme partout. Il y avait voilà, moi, donc... Voilà, j'ai eu peur de Marvin au début et après bon, j'ai vu des autres, ça m'a rassuré. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'engager. Et quand j'ai vu que je me pensais engagé dans quelque chose et quand j'ai vu à quel point les autres s'engageaient, c'était un peu une course positive dans l'engagement. Voilà. Après c'est sûr que voilà, il y a des gens qui ont plus de temps libre que d'autres. Alors c'est aussi parce que ils n'ont pas de boulot ou des trucs comme ça, donc je dis pas que je suis plus à plaindre qu'eux, au contraire. Mais c'est vrai que voilà, moi il y avait des choses que je ne pouvais pas faire ou que j'avais pas envie de faire en fait, voilà. Parce qu'on peut faire les choses, c'est juste qu'on n'a pas envie. Et, un truc hyper important, le choix. Tous les gens qui disent ouais mais on n'a pas le choix, on peut pas, on est obligé de faire ci, on est obligé, on peut pas intervenir, on peut pas changer les choses. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tout n'est qu'une question de choix. Quand on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose. Les forces de l'ordre, quand je leur dis vous avez un choix à faire, vous venez avec nous, on bascule du côté de la démocratie, vous ne le faites pas, on échouera. Ouais mais c'est notre hiérarchie. Ils nous disent ouais mais toi t'es pas qu'un récipient dans lequel on met de l'eau ou on l'enlève. Tu es un homme, tu fais le choix. Quand tu dis oui à ta hiérarchie à obéir, tu dis non à la libération du peuple. Tu vois? Chacun doit prendre ses responsabilités, que ce soit les policiers, les gens comme moi, les gens comme vous. Donc vous prenez vos responsabilités, etc. etc. Il y a une très grande partie de responsabilité dans tout ça. Désolé de te couper. J'ai fini. Non, c'est ça, parce que j'ai peur qu'ils disent des conneries pires que les miennes, donc voilà quoi. Donc, mais moi je m'appelle Duarte Montero. Donc mon prénom c'est Duarte. J'ai eu la question à cette fois, mieux précisé. Et
Par où commencer? Non, j'avais pas envie de faire 1 heure, moi. Je suis pas comme les deux autres là. Voilà. Eux c'est Non, des mais tchatcheurs là. Là il y a le. Globalement, moi j'ai suivi toutes les règles en fait. Et voilà, je suis fils d'immigré portugais et du coup baisse la tête et travaille quoi. Et c'était cette génération là. Et du coup bah voilà, j'ai baissé la tête, je suis pas sorti du lot, j'ai suivi toutes les règles tranquillement. Et on n'a jamais habité dans les quartiers, dans les beaux quartiers, on n'a jamais truc, je sais pas quoi. Bon, on n'a jamais manqué de rien. Pardon, on n'a jamais manqué de rien. Je parlais. Et voilà, les fois où on n'avait pas trop de thunes et qu'on se faisait cambrioler, trucs, je sais pas quoi, on a peut-être bouffé du riz pendant 1 mois, mais globalement on avait à manger. Et moi je l'ai pas vu, il changeait la sauce tous les jours et c'était la fin de l'histoire. Donc techniquement, voilà, ma vie elle est belle quoi. J'ai pas eu de soucis, j'ai suivi les règles, j'ai fait les trucs. Et je suis arrivé à un moment de ma vie, je me rappelle même plus quand c'était tellement c'est. Non, ça devait être vers. C'était 2009. Donc voilà, j'avais 29 ans. Et j'avais entre guillemets réussi tout ce que j'avais voulu faire. Tout ce que je faisais réussissait du premier coup, etc. Donc voilà, c'était, voilà, j'ai toujours une bonne étoile, je sais pas, on appelle ça comme on veut, mais techniquement tout allait bien. Donc j'avais une maison qui était presque terminée de payer, je gagnais 6 à 7 000 euros par mois, j'ai une femme qui est adorable, j'ai un gamin qui a eu 5 ans là, début juillet, le jour où moi j'étais en train de lever des barrières de péage. Mais bon. Et du coup voilà, après j'ai suivi les règles, donc pour pas payer d'impôts j'ai fait de la défisque et tout, donc j'ai un appart qui est loué à quelqu'un qui a le RSA qui n'est pas expulsable et tout, voilà, je suis super content de l'avoir fait, ça sert à quelque chose. Mais voilà, j'ai fait tout ça et je me suis dit un jour, mais pourquoi? Parce que voilà, je suis heureux, j'ai des gens bien autour de moi, tout va bien, mais putain, si la vie c'est que ça, il y a un souci quoi. Ça m'apporte rien de plus tout ça. Et clairement, voilà, je me suis mis à gratter sur le net un certain nombre de choses, je me suis mis à écouter des gens assez rigolos et j'ai remis énormément de choses en question. Donc voilà, et surtout j'ai remis en cause. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de programmation mentale. Donc certaines c'est la télé qui les font, d'autres c'est les parents, d'autres c'est voilà, il y a des dogmes, il y a des croyances, il y a énormément de choses. Mais du coup je me suis mis à me questionner sur voilà, comment je peux vérifier que cette croyance est vraie. Et donc j'ai essayé. Et donc voilà, j'ai pris du temps pour faire ça tous les soirs après le boulot. Et à un moment je me suis dit j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, il faut que j'arrête de bosser. Et comme je gagnais bien ma vie et que je claque rien parce que voilà, je n'étais pas du genre à habiter à Nice et à. Donc voilà, et apporter du bling bling. Et ouais. Je te ferai un bisou. C'est vrai, encore. Et du coup, donc voilà, c'est sous entre guillemets que j'avais mis de côté. Quand je me suis arrêté, je me suis mis à faire du social. J'ai été 2 ans bénévole à Croix-Rouge. J'ai monté un dossier contre mon maire à la Ligue des droits de l'homme et j'ai pas donné suite après parce que c'est un SDF qui était persécuté par le maire. Voilà, on n'a pas donné suite, il a préféré partir. Bon, c'était peut-être plus sage parce que ça allait partir en guerre ouverte entre guillemets. Et voilà, il se faisait déjà harceler par les flics. C'était chiant. Enfin, police municipale, les autres ça allait bien. Et du coup voilà, je me suis arrêté de bosser, je me suis mis à gratter un certain nombre de trucs, comme j'avais des sous de côté ça m'a permis de tenir. Là techniquement en ce moment j'aurais pas pu payer mon crédit si ma copine s'était pas arrêtée de bosser. Elle vient de s'arrêter, elle vient de faire une rupture conventionnelle, elle est partie avec un chèque, donc ça repousse le problème là à fin d'année. Et du coup je suis là grâce à ça. Mais voilà, techniquement là il va falloir qu'il y ait une rentrée d'argent assez rapidement à partir de la rentrée parce que sinon voilà, je n'imposerai, moi personnellement je pourrais vivre là, je m'en fous, mais j'ai pas imposé ça à ma copine et à mon fils. Voilà, donc voilà, ma copine a accepté que je m'arrête de bosser depuis 4 ans maintenant. Elle a envie de s'arrêter maintenant, c'est à moi de lui permettre de faire ça aussi quoi. Donc techniquement